Euh, on a pensé commencer la session avec de la science et maintenant je vais vous présenter avant la pause un profil de où tous ces projets que vous avez vus, puis toute cette science que vous avez vue s'inscrit dans comment notre réseau appuie ou supporte les initiatives en recherche et les différentes collaborations. Oui, vous allez m'organiser. D'accord. Donc, le réseau, le pôle Québec maritime, qui est un des 4 pôles du Canada, a été financé maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Et merci. Comme vous allez le voir, on s'est développé, je dirais, à partir d'un schéma qu'on avait mis sur pied, mais aussi au fil des opportunités qui sont arrivées. Donc, le réseau canadien est unique et il est dédié à la recherche interventionnelle sur la consommation des substances. Ses objectifs, c'est de développer à terme des traitements cliniques et communautaires et des interventions communautaires efficaces pour la réduction des méfaits, la prévention et le traitement de la toxicomanie, fournir des données probantes et de soutenir des efforts qui visent à la qualité des soins et la qualité de vie des Canadiens en relation avec la consommation des drogues. Il y a plus de 500 membres dans le Canada qui incluent des chercheurs, des fournisseurs de soins, des décideurs, des personnes avec des expériences vécues. Et il y a plus de 250 programmes de prévention et de traitement qui sont affiliés au CRISM à l'intérieur du Canada. Il y a un réseau national et 4 pôles régionaux. Je vais juste passer là-dessus. Notre pôle est toujours en émergence. 2 ans et demi, c'est très court dans la vie d'un réseau. On commence à mettre en place des choses. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, on a un peu bénéficié de visibilité, malheureusement, les conséquences de drames humains. Et dans les prochaines slides, je vais vous montrer un peu comment ce que vous venez de voir a été inscrit dans notre programme. Donc, le CRISM Québec maritime, c'est Québec et les maritimes, on devrait dire les provinces de l'Atlantique. C'est un peu compliqué, mais disons qu'on s'est appelé maritime, on va le garder comme ça. Et donc, c'est rejoindre 2 réalités géographiques et linguistiques. C'est d'ailleurs pourquoi notre colloque est tout à fait bilingue et assumé bilingue. On veut remédier, d'une certaine façon, remédier à l'isolement entre l'Atlantique, le Québec. Et on a beaucoup de convergence dans le type de problème qu'on a, de créer et encourager des collaborations fructueuses. Nous avons maintenant des gens de Terre-Neuve et Labrador qui se sont joints dans la dernière année. On a fait des colloques séparés pour des raisons, je dirais, à la fois linguistiques et budgétaires. C'est quelque chose à laquelle on réfléchit et on peut faire quelque chose quand notre réseau grossit. Améliorer, je dirais, la présence physique des collaborateurs des 2 côtés. On a cette année un colloque dans les maritimes le 5 décembre et on a une équipe dynamique et je voudrais saluer encore Sherry qui est vraiment, vraiment mon bras droit dans les maritimes et qui fait en sorte qu'on est capable d'animer 5 provinces et de s'assurer que tous les gens soient impliqués à tous les niveaux dans toutes nos activités, ainsi que Jennifer. Donc, ce schéma-là, très rapide, vous montre un peu d'où on est parti et ceux qui étaient là l'année dernière se souviennent qu'on a commencé en disant on va faire des projets de démonstration, on va aussi avoir un programme de développement et d'appui à la recherche et c'est ce que vous avez vu ce matin, notamment des produits de ce qu'on a pu appuyer. On a aussi eu plusieurs types de consultations, plusieurs d'entre vous avaient été consultés, et de collaboration notamment avec l'Institut universitaire qui commence. On a aussi été impliqué rapidement dans la production de lignes directrices, je vais en parler un petit peu plus tard, et on est aussi au cœur de plusieurs
consultation au niveau provincial et national dans tous les enjeux qu'on voit dans la toxicomanie ces temps-ci. Alors, des projets de démonstration, l'année dernière, on vous a présenté Profane, auquel on s'est affilié notamment... bonjour Guy-Pierre. On s'est affilié notamment avec l'Institut, avec la santé publique, avec Guy-Pierre Lévesque ici, pour évaluer la partie de la formation par les pairs pour la naloxone. Et c'est quelque chose qu'on souhaite continuer dans la mouvance de ce qui se passe avec la crise des opioïdes. Sherry vous a présenté, c'est-à-dire que Tibor vous a présenté une partie du projet de démonstration qui a été subventionné et qui était aussi une façon de collaborer entre l'Université de Dalhousie et le Québec, Montréal, le CIUS, pour développer notre pôle. Je vous présente cette slide aussi, et je fais une espèce de survol pour que vous compreniez. Cette slide, c'est vraiment les principes de base de notre programme de développement. Nous, on est là pour vous aider, pour aider les gens qui ont des idées, que ce soit dans la communauté, dans les cliniques et tout, qui ont des idées, ils disent « Oh mon Dieu, je fais ça, puis je voudrais l'évaluer ». Et on a donc ce premier programme qui est le développement de concepts, où on peut aider les gens à trouver les chercheurs qui seraient intéressés à les aider à structurer un projet, avoir des groupes, on a des groupes de travail qui peuvent aussi encadrer, et on a un peu de budget pour faire ça, qui amène à dire, OK, maintenant on a un protocole de recherche et on peut aller un peu plus loin. La deuxième phase, qui est une étape 2, puis les deux peuvent être dissociés ou associés, est un programme qui peut donner jusqu'à 15 000 $ et qui est vraiment pour quelqu'un qui a un programme, qui a déjà soumis ou qui s'en va soumettre et qui veut produire des données préliminaires, par exemple, pour le programme, pour ensuite être capable d'être compétitif dans les organismes nationaux. Ce programme-là a eu une première compétition l'année dernière, une mini-compétition cet été, et on va reprendre la compétition qui va probablement être en décembre. Je vous invite tous à aller sur notre site web ou communiquer avec Alisata Sacco pour si ça vous intéresse, de participer. Dans les projets qui ont été soutenus, il y a le projet qu'on vous a présenté ce matin et que Sherry et Tibor vous ont présenté. Il y a le projet Mon-Buzz qui est avec Mathieu Goyette et Jorge Flores-Aranda et qui est vraiment un projet qui est lancé, la plateforme est lancée le 28 septembre. Le CRISM va participer à soutenir un peu les données pilotes pour permettre justement d'avoir un projet qui est compétitif dans nos organismes subventionnaires. On est très excités de ça. Et vous pouvez aller voir Jorge et Mathieu si vous voulez plus de détails. Et ensuite, le projet de venlafaxine que vous avez vu ce matin présenté était aussi appuyé pour les données préliminaires et maintenant il est soumis avec un multisite partout au Canada, d'ailleurs avec l'appui des autres pôles au Canada pour le recrutement de sites. Donc, tout est lié. On est très content de notre programme. On a aussi des collaborations et je voudrais souligner notamment les collaborations avec le Réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et les troubles associés, où on a fait un concours en collaboration et qui, sur les problématiques et les lumières, mettant en lumière le suicide et le mésusage des substances, ainsi que notre collaboration avec la communauté de pratique que je salue et qui sera présentée cet après-midi en partie, et qui a été vraiment utile dans la consultation que nous avons faite sur les lignes directrices pour les opioïdes, dont on va vous en parler plus tard. On est aussi là pour répondre aux besoins. On dit « from policy to practice ». Des fois, on dit « de la politique à la pratique », mais en fait, c'est des besoins à la pratique. On a, dans la dernière année, au niveau du réseau national, publié des lignes directrices sur le cannabis, et je suis très contente d'avoir
Dr. Benedict Fisher, qui est responsable du pôle en Ontario, qui va nous présenter les lignes directrices sur le cannabis tout de suite après la pause, ainsi que des lignes directrices sur la dépendance aux opioïdes qui vont être lancées cet automne, qui sont très attendues. Et Marie-Ève Goyer, qui était notre clinicien clé dans notre réseau, va vous présenter ces lignes directrices. Donc, je n'en dirai pas plus. Oups, une petite couleur là-dedans. La deuxième chose, c'est qu'on a, comme vous le savez, une étude clinique qui est subventionnée qui s'appelle Optima et dont Sherry a parlé ce matin et qui commence, en fait, les premiers patients sont recrutés dans les semaines, dans les jours qui suivent sur les 4 pôles et je vais vous en montrer un peu. Donc, le contexte, Sherry vous l'a donné, je vais le donner, c'est vraiment le bilinguisme, je vais vous le donner en français. C'est qu'il y a il y a de la littérature qui est existante sur l'efficacité. On a beaucoup comparé la méthadone et la buprenorphine. Il y a 22 études comparatives qui montrent plus ou moins la même chose, sauf dans certains cas la rétention, etc. Mais il n'y a pas d'études qui ont été faites dans les nouvelles populations, la nouvelle réalité de la dépendance aux opioïdes, notamment avec les opioïdes de prescription. Et la deuxième chose, c'est que ces designs-là, en général, sont très rigides et regardent molécule contre molécule et ne regardent pas modèle de soins avec une molécule comme la méthadone qui doit être contrôlée en partie à cause de son index thérapeutique, du fait qu'elle peut être extrêmement morbide et létale rapidement, versus la buprenorphine, qui est une molécule qui finalement est un peu plus facile d'administration, qui est d'ailleurs moins réglementée dans plusieurs pays. Et cette étude-là va répondre à ça. C'est une étude pragmatique de non-infériorité, c'est-à-dire qu'on compare et on dit que ça va être égal. L'issue primaire, c'est l'usage d'opioïdes. Les issues secondaires, on en a parlé ici. Et à l'intérieur de cette étude-là, il y avait plusieurs objectifs, si on veut parler de notre réseau national. Un des objectifs, c'était vraiment, et ça fait partie de ce qu'on n'avait pas, ça fait partie de pourquoi on a été créé dans le CRISM, qui est vraiment de structurer une infrastructure de recherche et de dire, si on veut faire de grandes études, si on veut faire des études randomisées ou des études qui sont des étalons et qui vont vraiment donner des données probantes, qui vont pas obliger, mais qui vont fortement inciter à changer les politiques et les pratiques, il faut être équipé, il faut être organisé. Et Dieu sait, et je salue l'équipe du Dr Didier Jutra à Swad et de tous les autres sites au Canada qui ont mené cette structuration dans la dernière année et demie. Optima aurait pu se faire, je dirais, la prochaine Optima va se faire tellement plus facilement à cause que cette équipe a bâti tout ce qu'il fallait faire, le DSMB, les formations, la structure des formations nationales, toute la structure autour de comment avoir les comités d'éthique partout dans le Canada, les documentations de base, les modes opératoires spécifiques à l'étude. C'est un travail extrêmement important et extrêmement difficile. Et par ailleurs, ce travail-là est fait pour une étude qui s'adonne à être avec des médicaments, mais qui peut être très utile à des études randomisées qui ne seront pas nécessairement avec des médicaments, mais qui peuvent être avec des modèles de soins, par exemple psychothérapeutiques. Je voudrais aussi souligner, parce qu'une des choses qu'on vous a illustrées ce matin, c'est les études ancillary studies, comme on les appelle, et c'est que dans le budget d'Optima, évidemment, cette étude Optima est une grande étude nationale, mais on voulait s'assurer aussi que dans nos réseaux, il y a de la place pour rajouter, évidemment sans mettre en péril l'étude randomisée, des éléments qui n'étaient pas prévus dans un design plus classique d'études randomisées. Et je vous ai mis ici les études qui ont été subventionnées après un concours à l'intérieur de notre réseau pour justement faire comme au Canada on fait, le plus avec le moins d'argent possible. Et donc, ces études vont regarder des facettes très intéressantes autour de l'étude Optima.
je vais aller un peu plus rapidement. Je vais vous parler en dernier du programme de recherche en sciences de l'application des connaissances ayant le potentiel de contribuer à endiguer la crise des opioïdes. Juste un petit peu en reculant, la crise des opioïdes, on le sait, est un drame nord-américain, est un drame, je dirais, plus évident dans l'ouest du pays, mais comme on l'a vu au mois de juillet et août, on n'est certainement pas vacciné contre ce qui se passe. Et c'est quelque chose ça fait 10 ans que tout le monde ici dans cette salle savons qu'il y a des problèmes importants avec les drogues et les opioïdes et l'injection des drogues, mais ça fait, je dirais, 2 ans qu'on voit vraiment des actions claires de nos gouvernements qui se mobilisent et qui mobilisent la population, et ça, c'est important. Donc, en novembre 2016, plusieurs d'entre nous étions là, je crois. Il y a eu la conférence et le sommet sur les opioïdes de la ministre de la Santé, Mme Philpott, à l'époque, à Ottawa, qui a été suivie par la présentation du portfolio du plan d'action canadien pour la crise des opioïdes, et où il a été souligné qu'il y avait un besoin de données probantes. Et donc, dans cette mouvance-là, et notamment parce qu'on travaillait sur les lignes directrices des opioïdes et qu'on avait fait un certain nombre de représentations, les IRSC nous ont octroyé une petite subvention pour que dès le lancement des lignes directrices sur les opioïdes, on puisse avoir un processus de diffusion et d'implantation dans les pratiques qui vont nous permettre notamment dans les provinces, au Québec et aux Maritimes, de travailler avec les organismes, les collèges, pour que ces lignes directrices-là, qui vont être notamment diffusées chez tous les médecins par le CMAG, le journal que tous les médecins reçoivent au Canada, mais qui vont aussi nous permettre d'aller un peu plus loin. Et je pense que Serge va en glisser un mot. C'est une des choses qui pourrait notamment être une grande collaboration entre nous et l'Institut universitaire pour que ces lignes directrices-là ne soient pas juste diffusées chez les médecins, mais soient diffusées dans tous les endroits qui s'occupent des toxicomanes, puis qu'on voit bien leur portée, puis qu'on voit comment on peut les adapter nous-mêmes dans nos milieux. On a aussi continué la recension des écrits sur les options thérapeutiques qui sont non pharmaceutiques, ce dont on a parlé un peu ce matin aussi. On a aussi commencé à voir comment on peut faire les analyses économiques et pour l'accessibilité des soins et services, parce que vous savez que les analyses économiques, c'est souvent ce qui fait changer, ce qui aide les gouvernements à bouger dans la bonne direction selon nous. Et on est actuellement en consultation pan-canadienne en collaboration avec Santé Canada sur l'article 56 de la loi qui notamment réglemente la formation supplémentaire des médecins pour donner la méthadone. Ça nous a permis, ça fait longtemps que le CRISM veut aussi s'approcher des Premières Nations, Inuits et Métis, et ça nous a permis de commencer à travailler avec eux aussi pour les consulter dans leur réalité aussi par rapport à cet article 56. En mars 2017, on a fait une grande consultation au niveau du Canada et plusieurs encore d'entre vous nous avez répondu sur qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour la crise des opioïdes. Donc, on a fait des consultations éclairs des membres sur les priorités de recherche notamment. Et là, on vous a juste mis quelques citations ou choses on a été très contents parce que d'abord on était pris, il fallait le faire en 10 jours, il y a énormément de personnes qui nous ont répondu, ça a été extrêmement riche et à partir de ce qu'on a fait, et ça a été riche dans toutes les pôles, mais particulièrement au Québec, je veux souligner les gens qui nous ont, peut-être que les gens vont se reconnaître dans ce qui a été dit là, ce que ça a permis de faire notamment, c'est d'alimenter les gens aux IRSC pour que cette crise des opioïdes soit vue par
l'ensemble des instituts comme une des crises émergentes pour laquelle il fallait absolument faire quelque chose rapidement. Et rapidement, ce fut parce qu'à la fin de juin, on nous a demandé, et Bénédicte qui est dans la salle sait ce que ça voulait dire aussi, on nous a demandé d'écrire un programme de recherche d'implantation pour la crise des opioïdes avec un deadline pour le 1er août au Canada. Donc, on a passé un bon mois de juillet, mais c'est aussi, on a donc, avec les IRSC, pris la pôle et dire voici, grâce aux consultations et en colligeant tout ce qui s'était passé au Canada, on a sorti des grands thèmes, des sous-thèmes et dans quelle mesure c'était pan-national ou c'était plutôt régional, certains d'entre eux. Et là, je vous ai mis le tableau qu'on a mis dans la demande de fonds, tout en soulignant que c'est un programme de recherche et qu'on était très conscient que commencer à appeler les gens pour leur dire au mois de juillet, on réunit tout le monde, on fait des grandes sessions, des grands colloques et des grands consensus, on s'entend que ça n'avait pas de bon sens. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les consultations, on a mis ce qu'il y avait dedans et on a mis dans la demande le parcours qui était, dans un premier temps, de mettre sur pied des groupes d'intérêt et de faire en sorte que ceci allait se traduire en un programme de recherche dans les prochains mois, après consultation. Très clairement, ça a été une des demandes qu'on a fait aux IRSC. Et donc, ce programme-là est en marche. On est en train d'organiser la manière dont on va consulter les gens puis voir qui sont intéressés à travailler dans les différents créneaux qu'on a identifiés. Clairement, on a une vision aussi que d'harmoniser les collectes de données dans certains grands programmes. Je vais donner un exemple très précis. Au Canada, il se fait beaucoup de distribution de naloxone et d'implication des pairs dans tout ce qui se passe pour que la naloxone soit disponible dans plusieurs régions, dans plusieurs villes, dans les villes et dans les campagnes. Et donc, une des choses qui serait très intéressante, c'est d'avoir un genre des données communes de tous ces programmes-là pour qu'ensuite on puisse aller chercher les éléments qui sont peut-être porteurs de réussite un peu partout et de finir par faire des coffres à outils pour dire la prochaine place qui veut faire ça, bien, voici les données probantes qu'on a colligées et voici quelles sont, selon si c'est urbain, pas urbain, les composantes d'un programme qui semble être le plus porteuse de succès rapide, par exemple. Et il y a évidemment des particularités locales ou régionales qu'on va vouloir aussi mettre en place par des petits programmes de soutien à de l'implantation de choses spécifiques qui se font dans certaines régions. Alors, c'est à venir. On va vous tenir informé. Ça, c'est ce que, dans le fond, c'est ce que je viens de dire. En terminant, je voudrais dire qu'après 2 ans, c'est sûr qu'on est parti avec une idée. Chacun des pôles est parti avec ses idées et on a vraiment réussi à construire un réseau à la fois national et à la fois régional. Et on souhaite toujours garder l'équilibre entre les projets qui sont du pôle et les projets qui émergent de la communauté, mais aussi les grands projets qui sont structurants et qui vont permettre éventuellement émerger un véritable courant de recherche au Canada qui va avoir une portée, je dirais, sur les décideurs et sur les décisions. On souhaite donc des projets, on veut soutenir des projets de chercheurs, mais qui impliquent la communauté puis qui sont collés aux besoins, comme je l'ai dit. On développe une expertise, une opportunité d'épanouissement en recherche. Vous avez vu des étudiants qui travaillent sur nos projets et c'est aussi la relève. Hein? Les filles, on est chanceuses, on n'a pas trop de cheveux blancs, mais c'est pas pour rien. On veut avoir des impacts sur les pratiques au niveau provincial et national et je pense que les guidelines qui vont vous être présentés plus tard sont un outil très utile pour ce genre de trucs.
un réseau clé en toxicomanie avec des partenariats stratégiques, puis du transfert de connaissances et nourrir l'espace collaboratif. Évidemment, c'est un grand programme, mais je pense qu'après 2 ans et demi, on peut dire qu'on a vraiment avancé vers ces objectifs-là. La suite, c'est aussi de continuer à collaborer avec des réseaux et de mettre ces assises à la fois. On a travaillé au niveau national, on a travaillé au niveau local, mais ça vaut la peine de faire des concertations parce qu'on a souvent des objectifs communs, on a des moyens qui sont communs et complémentaires, et c'est tout à notre avantage, et je dirais pour notre plaisir qu'on fait ça aussi. Mise en œuvre de nouveaux programmes, continuer à construire et bonifier notre plateforme d'expertise en recherche clinique. Et je veux évidemment remercier tous les partenaires. Et Aïssata et moi, on avait une slide un peu plus légère, mais on a dit on va mettre une slide lourde parce qu'il y a énormément de personnes. Et je veux d'ailleurs en profiter immédiatement, et je le referai plus tard, pour remercier Aïssata Sako, qui, souvent vous allez voir son nom parce qu'elle semble être un peu partout, et le réseau est beaucoup, je dirais, tributaire de son énergie folle.